Avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio. RAID, derrière ces 4 lettres, une unité d'élite de la police créée en 1985, des policiers d'exception dont on va parler ce matin avec Ange Mancini. Bonjour. Vous êtes fondateur du RAID et Charles Diaz, commissaire général de la police nationale et historien. Paraît aujourd'hui Histoire du RAID illustrée, servir sans faillir. C'est paru aux éditions de Mareuil. Aujourd'hui, on est le 13 novembre. Évidemment, une date qui résonne chez chacun d'entre nous. Il y a 4 ans, il y a eu cet horrible, atroce attentat au Bataclan et il y avait évidemment les hommes du RAID qui étaient là. Et c'est un livre vraiment, je trouve, indispensable pour comprendre cette unité d'élite, pour comprendre comment la police travaille aujourd'hui, comment dans des situations qui sont de plus en plus compliquées, vous intervenez. Alors peut-être Ange Mancini, racontez-nous un petit peu comment cette histoire a commencé. Alors c'est très très long. Hein, oui, c'est long, il y a le livre, mais c'est vrai que 85, moi j'ai été étonné, j'ai toujours cru que ça avait existé. Alors peut-être on va commencer avec Charles, parce que Charles Diaz, vous êtes historien de la police, vous racontez assez bien d'ailleurs ces situations de danger dans lesquelles se sont trouvés les policiers. Tout à fait. Non, au départ, qu'il s'agisse des forcenés ou qu'il s'agisse des interventions sur des gros voyous, les policiers font avec ce qu'ils peuvent, hein, et souvent d'ailleurs en faisant appel à des militaires du voisinage. Et puis à un moment donné, avec l'affaire Bonneau, en 1912, là, il y a plusieurs jours de siège, hein, il y a 2 sièges qui sont très longs, il y a beaucoup de personnes blessées, et on se rend bien compte qu'on ne peut plus intervenir comme avant. Alors on va créer la brigade des gaz. Voilà. Et on voit dans le livre, parce qu'on a retrouvé des photographies, il y a des photos vraiment incroyables, il y a une iconographie géniale. Et on voit comment ils sont déjà habillés, on voit qu'ils ont des boucliers, on voit ils sont revêtus de tenues de protection, et je ne sais pas si comme on est filmé, je vais essayer de montrer, mais c'est vrai qu'il y a des images incroyables. Et ensuite, en 1972, il y a cette terrible prise d'otage à Munich, hein, aux Jeux Olympiques de Munich. Et là, on s'aperçoit, tous les pays du monde s'aperçoivent qu'il faut constituer des unités d'élite. Alors en France, ça va être le GIGN. Avant même cela, c'est les GIPN, hein, des groupes d'intervention de la police nationale. Et à Paris, une brigade anti-commando qui sera la première à intervenir au Bataclan, hein, disons-le. Et ensuite, Pierre Jox, quand il arrive en 1984 au ministère de l'Intérieur, là, il dit il manque une unité pour couvrir toute la France au niveau policier. Et il s'adresse à 2 énormes spécialistes. C'est Robert Broussard et Ange Mancini. Et c'est Pierre Jox qui préface le livre, parce que c'est lui qui a voulu la création de cette unité. C'était pas gagné au départ. Visiblement, il l'a imposé. C'était pas gagné du tout, mais l'idée, en fait, elle a mûri dans cette envie de la police nationale à avoir une unité d'intervention nationale pour toutes les situations les plus difficiles, les situations de crise, les forcenés, les prises d'otages. Il y avait beaucoup de prises d'otages dans les banques à l'époque, avec des malfaiteurs qui retenaient les otages en réclamant des rançons. Et donc, j'étais avec Broussard en Corse pendant 3 ans, et pendant ce temps-là, on a réfléchi à cette idée. Et lorsque Broussard a été rappelé comme directeur général, adjoint au directeur général, adjoint opérationnel au directeur général de la police nationale, il est revenu avec cette idée dans la tête, qu'il a communiqué à Pierre Verbruge, le directeur général, qui en a parlé à Jox, qui a immédiatement saisi cette affaire et qui, contre vent et marée, l'a ensuite fait naître et fait vivre. Mais c'était pas évident au début, hein. Vous racontez les débuts où il y avait... Quand vous arrivez à un endroit et qu'il faut vous faire un espace, il faut se glisser entre des interstices, des blocs importants, des gens qui pensaient qu'on allait démobiliser l'ensemble de la police parce qu'on voulait mettre un groupe de filature dans ce service. Enfin voilà, tout un tas d'histoires, mais qui font partie en réalité du côté pionnier, et qui font les bons moments, les bonnes pages des vieux raiders quand ils se retrouvent et qui se racontent tout ça. Ça s'appelle les raiders, ceux qui ont appartenu au RAID. Il y a des documents exceptionnels. Sélection médicale des fonctionnaires appelés à exercer dans le groupe d'intervention de la police nationale. Le principe de sélection, alors c'est assez marrant. Vous vous en souvenez ou pas, être un bon policier? C'est vous qui l'avez fait. On l'a monté entièrement parce qu'on a voulu... D'abord parce que c'était une unité qui était voulue par Pierre Jox comme une unité qui regroupait toutes les directions de toutes les spécialités de la police nationale, avec tous les grades de tous les gens, allant du gardien de la paix au commissaire,
des renseignements généraux, de la DST, de la PJ, de la sécurité publique, des CRS, enfin voilà. C'était vraiment ce premier melting pot et on avait, pour former une unité de 80 personnes, on avait 1200 candidatures. Donc il fallait quand même les trier, quoi, hein. Ce qui n'était pas facile. Alors on a d'abord fait un tri sur dossier, mais ensuite il a fallu mettre sur pied, on a passé une semaine de recrutement. On avait des gens pendant une semaine à qui on a fait faire des tests de cran, des tests psychologiques, des tests médicaux, des tests de tir. Enfin, c'est quoi les qualités d'un bon raider? Un homme du raid, c'est quoi la première des qualités, c'est celle qui a avant toutes les autres, c'est l'humilité. Il faut que... Pas le courage? Le courage, vous savez, c'est quelque chose... je parle plutôt de cran, parce que le courage, on l'a un moment, on l'a pas parce qu'on s'est mal levé le matin, on n'a pas... Vous savez, on n'est pas courageux en permanence, quoi, hein. On a tout le monde des petits moments où on l'est pas, et des moments où on est des héros. Donc, c'est pas tellement cette idée. Je pense que c'est vraiment l'humilité. Parce que lorsque vous êtes formé à être très fort, très puissant, très armé, à travailler en groupe, si vous n'avez pas cette humilité, vous allez devenir détestable. Et donc c'est ce côté, le raid d'ailleurs, ce mot assistance, on est en assistance à tous les services. Donc l'objectif, c'est on vient, on fait le boulot et on se casse. Oui, RAID, ça veut dire recherche, assistance, intervention, dissuasion. Alors dissuasion, on a eu un peu de mal à trouver le mot, parce qu'avec D, on ne savait pas quoi mettre, et on s'est dit qu'à partir du moment où on existerait, ça dissuaderait les malfaiteurs d'agir. Oui, hélas, c'est pas tout à fait le cas. Et alors, ça fourmille d'anecdotes dans le bouquin, parce que c'est vraiment, vous avez trouvé des choses extrêmement passionnantes sur la création de cette unité. Parce qu'il y a eu toute une recherche sur les documents, vous en avez déjà parlé, il y a une recherche sur les photographies, et puis il y a une recherche sur les témoignages. Grâce à Ange Mancini, j'ai pu contacter un certain nombre d'anciens qui m'ont raconté. Alors d'abord, il parlait effectivement des principales qualités des raiders, dont l'esprit d'équipe. Et alors c'est très étonnant parce que c'est tous des caractériels. Il faut parler avec eux pour se rendre compte le caractère qu'ils ont. Vous avez là un tireur d'élite qui est pendant 20 ans à former des types, il est exceptionnel. Vous avez un armurier d'un calibre incroyable. Vous avez un type qui est capable d'escalader une montagne à main nue. Et tous ces types-là ont travaillé ensemble. Et je pense que Ange Mancini, qui est là, je le dis devant vous, il y est pour beaucoup, quoi. Oui, alors vous dites, il y a cette citation qui est mise en exergue. Je ne suis pas le meilleur tireur d'élite, ni le meilleur négociateur, mais je suis le meilleur pour les faire travailler ensemle. Absolument, j'ai toujours été très feignant, donc j'aime bien faire travailler les autres. Mais alors justement, le chef du raid, il fait quoi? Il bosse pas? Le chef du raid, il gère 80 caractériels. 80 caractériels. Mais c'est ce dont on a besoin. Parce que si vous voulez... Lorsqu'on a, je cite toujours cet exemple parce que lorsqu'on a utilisé des psychologues pour faire le recrutement, on avait 10 psychologues, un groupe d'une dizaine de psychologues de la police d'ailleurs, qui ont fait un travail remarquable. Mais la première question qu'ils m'ont posée, c'est quel profil recherchez-vous? Et moi j'aurais dit, je ne recherche pas du tout, c'est pas comme ça qu'on va fonctionner. Vous allez regarder le profil de chacun et vous allez me dire lequel il est, et moi je choisirai les gens en fonction de leur profil. Parce qu'évidemment, il faut des gens qui se complètent, qui peuvent travailler ensemble et qui ont des complémentarités. Et surtout, qui sont des gens qui ont une vision pas seulement physique de leur métier, mais un mental, il faut un mental et une réflexion. Une analyse des situations, parce que la différence du RAID par rapport à beaucoup de groupes d'intervention, c'est qu'en fait, c'est plutôt un service de gestion de crise, plutôt qu'un simple groupe d'intervention. Et ça ne peut pas être réduit à ce simple... Et la différence avec le GIGN, il y a une rivalité d'ailleurs entre les deux. Enfin, souvent, ils travaillent ensemble. Sur la qualité, oui, ça peut arriver, mais sur la qualité, la technique et disons la possibilité de chacun d'intervenir, c'est la même chose, sauf que le RAID a une plus grande amplitude dans la gestion de la crise. J'avais l'habitude de dire, s'il faut prendre d'assaut une plateforme pétrolière en mer du Nord, il faut prendre les GIGN qui ont tout l'appui de l'armée. Maintenant, s'il faut intervenir sur une prise d'otage sur les Champs-Élysées, il vaut mieux prendre le RAID parce que la technicité est un petit peu différente. Alors, la devise du RAID,
Charles Diaz, vous racontez sans faillir, oui. Ouais. Alors, je l'ai découvert par Ange et ensuite par Robert Broussard, que j'ai appelé à ce sujet. Et effectivement, Ange Mancini a d'abord trouvé, avec l'aide de Jean-Loup Reverrier, qui était au cabinet de Pierre Jox, le nom RAID. Et ensuite, il fallait une devise. Et alors, il réfléchit, etc., etc. Et il y a Robert Broussard qui rentre chez lui et qui en parle à son épouse. Et son épouse ne dit rien. Ils dorment. Et le lendemain matin, elle dit « servir sans faillir ». C'est ça, la devise. Et ensuite, elle va être adoptée par tout le monde. Et tout de suite, Ange Mancini, ça vous a, ça a fait tilt. Tout à fait. Vous vous êtes dit, c'est ce qu'il faut. Absolument. C'était la bonne devise. Et puis la panthère, vous racontez aussi l'histoire de la création du logo qui représente du symbole de la panthère. J'avais comme idée que le RAID devait être non pas une force hérissée d'armes et de choses, mais quelque chose, une force tranquille. Ouais. Alors, la puissance. C'était à la mode à l'époque, la force tranquille. Oui. On en parlait dans tous les. Oui, c'était une. Et donc j'ai voulu un animal qui est un félin, qui est quelque chose de puissant, d'agile, mais je l'ai voulu au repos. Et donc avec cette patte qui pend légèrement. Elle est tranquille, mais c'est la copie d'une image qui est sur un vase grec de je ne sais plus quelle époque. Ouais. Voilà. On va marquer une petite pause et puis on va revenir sur les différentes interventions, sur les affaires qui ont marqué l'histoire du RAID et puis sur ce qui se passe aujourd'hui. Le risque zéro n'existe pas, mais tout doit être fait pour que l'exceptionnel, même le plus aberrant, ne puisse surprendre personne. Hélas, on arrive aujourd'hui dans l'exceptionnel et dans l'aberrant. On va en reparler avec vous, Ange Mancini et Charles Diaz. On parle de cette histoire du RAID illustrée qui paraît aux éditions Mareuil. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h, 11h, avec vous et avec aujourd'hui Charles Diaz, Ange Mancini, deux grands flics qui nous parlent de l'histoire du RAID à l'occasion de la parution de cette histoire illustrée, cette histoire du RAID illustrée, Servir sans faillir aux éditions de Mareuil. On en parle avec vous aujourd'hui, 13 novembre, je disais, anniversaire commémoratif de l'attentat du Bataclan. Et j'évoquais cette phrase qui est dans le livre, le risque zéro n'existe pas, on doit être prêt au plus incroyable et au plus aberrant. J'imagine que ça a beaucoup évolué, Charles Diaz. Le RAID, depuis la création, 80, il y avait 80 hommes, et aujourd'hui, 500. À peu près 500. On est passé d'une unité centrale à Bièvre, en banlieue parisienne, à 500 personnes dans cette unité centrale, plus 13 antennes, dont 3 outre-mer. Et donc, on a de plus en plus de spécialistes dans ces unités qui sont capables de se déployer partout en France. Avec un principe depuis 2016, il faut bien le dire, c'est la conséquence de ce qui s'est passé en 2015, c'est le schéma national d'intervention. Ouais. C'est-à-dire la capacité de la police et de la gendarmerie à intervenir très rapidement dès que peut se déclencher une tuerie de masse quelque part dans le pays. La criminalité a changé, Ange Mancini, évidemment, en 30 ans. Évidemment, la criminalité a changé. Je dirais qu'elle est devenue peut-être moins violente, sauf des phases aiguës qui sont énormément plus importantes. Mais de façon générale, la criminalité a changé. Elle est beaucoup plus devenue de masse. On a pratiquement de moins en moins de prises d'otages. On a des extrémistes qui veulent aller jusqu'au bout de leurs actes. Donc tout ça, c'est ce qui fait la force du RAID depuis 35 ans. L'année prochaine, ça fera 35 ans. Ça a été sa constante adaptation aux problèmes qui lui étaient posés. Les problèmes de 1985 ils ne sont pas les mêmes que ceux de 2019. Mais l'unité a toujours le même esprit, a toujours la même dynamique, a toujours la même volonté. Je crois que c'est peut-être dans son organisation qu'on doit trouver une réponse à cela. Alors, il y a des hommes qui sont... il y a des femmes. Moi, j'ai découvert dans le livre qu'il y avait des femmes. Elles sont arrivées quand, les femmes, au RAID ? Leur arrivée correspond à la volonté du RAID de disposer de femmes pour faire des planques en Corse. C'est très difficile de planquer là-bas, c'est raconté en détail. Et les deux patrons du RAID à l'époque, Jean-Louis Fiamingui et Christian Lambert, décident de recruter plusieurs femmes pour faire ces planques. Et ensuite, d'autres femmes vont réussir à s'imposer. Une, par exemple, va devenir tireur d'élite. Alors, je ne sais pas si on dit tireuse d'élite, mais faisons-le. Et donc, on a un certain nombre de femmes. Pas autant que d'hommes, bien sûr, parce que les règles de sélection sont très dures, notamment d'un point de vue physique.
Et ça, Ange peut en parler. Dès le départ, dès le départ, la possibilité d'avoir des femmes était ouverte. La question s'est posée. Absolument. Et on était dit, OK, il n'y a aucun problème, il ne va pas faire de différence, sauf qu'il faut que les gens passent les mêmes tests physiques. Tests, voilà. Et pendant la première phase, où j'ai été au RAID pendant 5 ans, pendant cette phase-là, il y a une seule femme qui avait réussi les tests, mais elle avait dépassé 3 mois l'âge limite. Et je me suis dit, si je la prends, ça va servir de prétexte, ça va la desservir plutôt qu'autre chose. Et finalement, je ne l'ai pas retenue, mais comme elle était très capable dans tous les sens du terme, elle est devenue commissaire de police et elle a fait une très belle carrière. Michael nous dit, est-ce qu'il est vrai que le gouvernement fusionnait la BRI et le RAID dans une même brigade ? Je ne sais pas si ça, vous avez pas de réponse. C'est quelque chose qui peut être envisagé. Je crois qu'il faut réfléchir et on est à un moment de réflexion sur la réorganisation de la sécurité de façon globale en France et sur un continuum de sécurité. Ce sont des questions qui sont posées. Quelles seront les réponses apportées? Attendons que le livre blanc, que le livre blanc. Il y a un livre blanc qui propose des solutions et que le gouvernement choisisse. C'est quoi la vie d'un raideur? C'est de l'entraînement. C'est en partie de l'entraînement, une grande partie de l'entraînement, mais l'entraînement n'est jamais aussi bon que lorsque c'est du concret. Ouais. Et donc le RAID intervient, mais ça c'est des questions, il faudra que vous invitiez le patron du RAID pour vous le raconter. Ouais. Ce qu'est le quotidien actuellement du RAID. Moi, je vous pourrais vous parler du quotidien de 85, mais ça fait un peu préhistoire. Qui est pas le même. Il y a des photos sûr, et vous évoquez les lits superposés. Il n'y avait pas de téléphone portable, donc qui était bipé. Il n'y avait même pas d'armurerie. Il n'y avait pas d'armurerie, oui, c'est ça. Chercher les armes à distance. Alors, vous évoquez un certain nombre d'affaires, évidemment. Il y a Action Directe. Oui, absolument. L'intervention à Vitry-aux-Loges. L'intervention à Vitry-aux-Loges, c'est passionnant de relire ça. Quelle est, vous, l'affaire on doit vous poser la question, qui vous a le plus marqué, Ange Mancini? Tout au moment où elle se passait. Oui, mais il y en a peut-être une, parce que on voit, vous évoquez le Bataclan, justement, et Jean-Michel Fauvergue dit que ça le marquera à vie. La mission qui, moi, me marquera toujours, c'est la mission dans laquelle j'ai perdu 2 hommes. Ouais. C'est un Forcené, Rissorangis, où j'ai 2 amis, dont un qui était un ami intime, Christian Caron, et puis Fernand Setter, qui était un jeune qui était arrivé au RAID, qui ont perdu la vie dans un assaut où un ensemble de faits se sont conjugués pour arriver au drame. Ouais. Donc ça, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas que des réussites. Globalement, c'est quand même le cas. Il y a beaucoup d'interventions, on le voit dans le livre, auprès de Forcené. Il n'y a pas que des actions spectaculaires. Et là, c'était un Forcené à Rissorangis. Voilà. Oui, Charles un Diaz. Forcené qu'il fallait envoyer en asile psychiatrique et qui s'est refusé et qui était armé, très très lourdement armé chez lui. Donc comportement vraiment aberrant. Et on va retrouver ça dans les années qui suivent avec des personnes qui vont avoir l'étiquette d'islamistes intégristes, et notamment les fameux braqueurs de Roubaix en 1996. Et là, ils vont se laisser brûler vifs dans la maison plutôt que de sortir, plutôt que de se rendre. On a et ils vont répondre à l'attaque du RAID de façon terrible. On a mis la photographie qui montre le casque. Avec les impacts de balles. Voilà. Depuis 2 ans à l'époque, il y avait déjà un impact réel qui a sauvé la vie à celui qui le portait. Il y avait un médecin au RAID déjà. Il va y en avoir. Il y en a 4 aujourd'hui. Il y a une unité constituée qui permet de faire face à de telles situations parce que les affrontements sont de plus en plus terribles et l'attitude des personnes de plus en plus aberrante. Aberrante et radicale. Oui, parce que par exemple là, dans ce cas précis, on a des gangsters qui ressemblent un petit peu par rapport au mélange des genres, la bande à Bono anarchiste. Là, braqueurs et islamistes, et on va avoir un cas en 2006 dans une poste à côté de Mantes-la-Jolie où le RAID intervient pour un braqueur qui a pris en otage des gens, et ce braqueur va s'enfermer et il va faire une prière et il va les attendre avec un revolver et là on commence à comprendre que des actions isolées comme celle-là peuvent se reproduire sans arrêt. C'est vraiment un signe d'alerte évident. La dernière phrase du livre, c'est « Avec eux, j'irai arrêter le diable en enfer. Quand j'ai réécrit la phrase, j'ai mis un S, moi.
J'irai, alors que vous l'avez écrit au futur. C'est-à-dire que vous êtes prêt à aller arrêter. J'irai, je le ferai. Moi, c'est j'irai, j'avais mis au conditionnel, et ça prouve la différence de détermination. Parce que lorsque je disais cette phrase, j'étais en action. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça, oui, mais c'était au futur, c'était pas au conditionnel. Absolument. Et ça prouve l'état d'esprit dans lequel vous étiez. Il y a plein de choses dans ce livre. On n'a pas parlé des négociateurs, on n'a pas parlé de... Et négociatrices. Et négociatrices aussi. Absolument. Remarquable d'ailleurs. Ouais. Histoire du raid illustré, Servir sans faillir, c'est chez Mareuil Éditions. Charles Diaz, Ange Mancini, merci beaucoup d'être venu ce matin sur Sud Radio.